Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes à la veille de la rentrée des classes. Les élèves rejoindront les bancs de l'école une nouvelle fois dans un contexte de crise sanitaire. Dans quelles conditions se fera-t-elle? Le protocole pédagogique exceptionnel adopté pour l'année scolaire 2020-2021 dans le cadre de la lutte contre la pandémie du coronavirus a été pratiquement reconduit. Le ministère de l'Éducation nationale a donc procédé à l'allègement du programme scolaire et du volume horaire, un allègement qui demeure selon beaucoup insuffisant. Après la répartition des classes d'élèves en deux groupes et le passage d'une séance de cours d'1 heure à 45 minutes, nous verrons quels autres changements ont été apportés. Des changements sont-ils prévus pour cette nouvelle année scolaire? On sait aussi que le président algérien avait plaidé pour la prise en charge du surpoids du cartable scolaire des apprenants des cycles primaires, moyens et secondaires. Les programmes seront-ils revus? Le rythme scolaire sera-t-il réétudié? Nous en parlons ce soir avec nos invités. Nous accueillons sur ce plateau Madame Jamila Riyad. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes présidente de la Fédération nationale des parents d'élèves. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Merci à vous. Merci de m'avoir invité. Nous accueillons également Monsieur Ahmed Tessa, pédagogue. Bonsoir Monsieur Tessa. Bonsoir. Et Monsieur Moussa Abès, bonsoir. Vous êtes inspecteur central au ministère de l'Éducation nationale. Et c'est avec vous qu'on va entamer ce débat. Monsieur Abès, dans quelles conditions donc se fera cette rentrée scolaire 2021-2022? Sur le plan peut-être d'abord pédagogique, nous parlerons après sur la lutte contre la pandémie. Bonsoir plutôt. Bonsoir les chers amis téléspectateurs. Alors deux choses essentielles dans la rentrée scolaire de cette année. L'adoption de plans exceptionnels de l'organisation pédagogique et le protocole sanitaire. Alors sur le plan exceptionnel, la nouveauté par rapport à l'année passée, c'est qu'on est passé de séances de 45 minutes à des séances d'1 heure, de 60 minutes. Ce qui a permis de réorganiser le volume horaire des emplois du temps, dans les emplois du temps, et de donner plus de place à l'installation des programmes, ce que certains ont regretté l'année passée pour des séances de 45 minutes. C'est-à-dire que dans un sondage qui a ciblé les enseignants, 250 000 enseignants et encadrement de l'éducation. La question a été posée de savoir s'il fallait reconduire le dispositif de l'année passée, qui, vous le savez, que c'était plus exceptionnel qu'exceptionnel, parce que la rentrée scolaire a été très tardive, contrairement à cette année, ou bien de continuer sur le même dispositif. Donc 80% des enseignants ont répondu qu'ils trouvaient un certain confort à travailler sur des groupes de 25 élèves au maximum. Moins de surcharge de classe. Oui. Par contre, ils avaient plus de temps pour dérouler ou déployer les objectifs pédagogiques, d'où la nécessité de passer de 45 minutes à 60 minutes. Donc on rajoute les 15 minutes cette année pour tous les paliers? Pour le moyen et le secondaire, tandis qu'on reste sur 45 minutes et des séances de 30 minutes aussi pour le primaire. De 30 minutes pour le primaire? Oui, des séances pédagogiques. Quand même, ça a été bien réduit. Madame Jamila Riyad, vous avez assisté à toutes ces réunions avec la tutelle. Qu'est-ce que vous en pensez? Écoutez, nous n'avons pas assisté à toutes ces réunions. En tout cas, quelques-unes. Mais nous avons été reçus par le ministre de l'Éducation nationale. Il nous a écoutés. Nous avons présenté nos propositions. Nous avons demandé la reconduction du protocole sanitaire et de l'emploi du temps. Nous avons demandé de revoir un peu le temps réparti, et ça, c'est une bonne chose. Bon, c'est vrai qu'en tant que Fédération nationale, on salue le dispositif qui a été mis en place. Mais nous regrettons quand même qu'au niveau des écoles primaires, surtout la première, la deuxième, la troisième année, c'est des séances de 30 minutes, c'est des petits. Les 30 minutes, c'est-à-dire le temps qu'il s'assoit, le temps qu'il retire son cartable, ou plutôt son livre, les 30 minutes sont écoulées. Donc c'est un peu quand même difficile, surtout quand il s'agit des petits. Donc, bon, il y a eu un allègement. Mais l'allègement, nous, en tant que Fédération nationale, nous avons toujours dit qu'il faut alléger le programme. Alléger le programme, c'est qu'un enfant d'un bas âge, il a besoin de savoir compter, écrire et lire. C'est-à-dire lui laisser le temps. Et puis, par la suite, le préparer quand il sera... Donner l'essentiel. Hein, oui. Bon, là, nous avons vu que le programme est pratiquement reconduit, avec certainement un allègement au niveau de certaines leçons, parce que nous avons
appris, parce que nous n'avons pas assisté à la réunion, nous avons appris quand même qu'il y avait des leçons qui ont été supprimées, retirées du programme. Maintenant, comment elles ont été retirées? On va poser la question à M. Abès. C'est la question, voilà. Oui. Alors justement, M. Tessa, ce programme, ou plutôt ce protocole exceptionnel qui devait ne pas durer dans le temps, pourrait être une solution au final pour décharger les classes qui étaient à 40 élèves, qui se retrouvent aujourd'hui à 25, un jour sur deux. Le problème se posera peut-être pour les enseignants, on en reparlera. Est-ce que sur le plan pédagogique? Sur le plan, bon, quelque chose malheureux, bon, dirait l'autre, mais vous savez, une situation de pandémie, ce n'est pas gai pour tout le monde. Oui. On en est toujours là, la pandémie est toujours là. Il y a des retombées négatives, il y a des retombées négatives partout dans tous les pays, au niveau des systèmes scolaires. Oui. Maintenant, le fait de travailler par groupe de 25, c'est la norme. Oui. C'est la norme, c'est l'effectif normé d'une classe, d'une salle de classe. Bien sûr que l'enseignant, il a plus de confort pour gérer sa classe et pour transmettre ce qu'il a à transmettre comme connaissance. Mais moi, le grand regret que j'ai, je vais le redire maintenant, c'est de ne pas avoir mis à contribution cette pandémie pour une réflexion de fond. Absolument. Au lieu de parler d'aménagement ou d'allègement des programmes, pourquoi ne pas il n'y a pas que les programmes, il n'y a pas que il y a les rythmes scolaires qui est le levier principal. On reste encore un peu dans cette instabilité. Voilà. Ce n'est pas une vision sur le long terme. J'aurais aimé une réflexion. Je crois aux dernières nouvelles qu'il y a un intérêt, l'actuelle équipe ministérielle a un intérêt particulier pour le cycle primaire, ce qui est une bonne chose. Et je crois même que le président Tebboune en a parlé. Des réformes devraient être entamées pour le cycle primaire. C'était un projet qui était déjà dans les tuyaux, comme dirait l'autre, mais qui a été retardé pour des considérations diverses. Maintenant, je dis encore une fois, tirons les conclusions, ne pas se laisser entraîner par la gestion sanitaire au détriment d'une réflexion de base et de fond sur l'école algérienne, et à commencer par l'école primaire, bien entendu. Sinon, c'est une année où l'enseignant sera mis à contribution, et les parents aussi, puisqu'elle vient de rappeler que les enfants ont des emplois du temps un peu biscordus, ce qui fait que les parents seront obligés là où il n'y a pas de cantine. Alors justement, pour les volumes horaires, on s'est toujours posé ces questions-là. Ils sortent à... Vous le disiez tout à l'heure, ils ont cours à 8h du matin. Moi, aujourd'hui, donc je me suis intéressée, je me suis renseignée. Donc, il y avait un emploi du temps. L'emploi du temps, donc j'ai vu l'emploi du temps, je parle du primaire, Oui. Ils rentrent donc à 8h, ils sortent à 10h45, et ils retournent à 13h pour sortir à 14h30. Donc pourquoi ça aurait été plus judicieux de garder de 8h à midi tous les jours. Et puis là, l'après-midi, elle est libre. L'enfant, il aura d'autres activités, faire du sport. Justement, ce qui est complètement oublié. Et même pour des parents, ils sont plus à l'aise. Ils peuvent s'organiser. Alors, la question vous est posée, monsieur Abès, pourquoi ce choix? Deux choses. C'est par rapport d'abord aux séances pédagogiques. Ce ne sont pas, on va dire, quand on dit des séances de 45 minutes, c'est des séances d'apprentissage. La différence entre l'école primaire et le cycle moyen et secondaire, c'est que dans le cycle primaire, les enseignants ne s'alternent pas. Nous n'avons pas plusieurs disciplines. Donc il n'y a pas un changement toutes les 30 minutes d'un professeur. Pour vous, l'enseignant pourra gérer son temps, un enseignant arabe, voilà. Donc c'est le même qui enchaîne par séance. Il y a des séances où il va consacrer 30 minutes, et il y a des séances où il va consacrer 45 minutes. Donc il n'y a pas besoin donc de bouger, de changer de place, de changer de classe. Deuxième point. Pourquoi ce choix de 30 minutes? Ça a été étudié, ou est-ce que l'enfant a besoin de 30 minutes pour pouvoir comprendre sa leçon? Fixer l'attention.
Oui, ces 30 minutes suffisent pour passer à autre chose. Oui, pour alterner des activités et maintenir une dynamique d'attention de l'enfant. Donc finalement, l'enfant peut rester concentré 30 minutes et sur même ça dépend de l'âge. Même à l'intérieur des 30 minutes, il se peut qu'il y ait 2 activités. Voilà, tout à fait. Tout à fait. Deuxième point sur les programmes. Donc ce qu'on a fait sur les programmes à travers les plans, à travers ce qu'on a appelé les plans d'apprentissage. Ce n'est pas une réécriture des programmes, parce qu'on vient de sortir d'une réécriture des programmes, une installation des programmes à la fin du cycle obligatoire en 2015-2016. Donc il faudrait quand même attendre une certaine... on allait rentrer dans une refonte du secondaire. Bon, la pandémie Covid a fait que les choses ont été reportées. Sinon, le programme est refait de manière cyclique par une instance habilitée à refaire les programmes, qui est le Conseil national des programmes. Donc nous, on n'est pas habilité en tant que direction centrale ou inspection générale à refaire les programmes. Donc ce qui a été fait, c'est qu'on a pris les programmes et on les a adaptés au volume horaire disponible dans l'année, en nombre de semaines et en nombre d'heures par matière. Donc il y a une sorte d'allègement, effectivement. Tout le monde dit que les programmes sont assez chargés, assez touffus. Donc, comme l'a dit M. Tessa, à chaque chose malheur est bon. Donc c'était l'occasion aussi de, justement, de retravailler sur les redondances, sur les choses, disons, importantes, fondamentales et les choses qui peuvent être secondaires, et ainsi de suite. Donc, cette crise de 2 ans, j'espère qu'elle finira au bout de 2 ans, va permettre de tirer des conséquences et des enseignements pour la réécriture des programmes prochaines. Alors justement, vous disiez que la réforme, c'est en 2015-2016. Monsieur Tessa, il faut combien de temps pour évaluer aujourd'hui la portée d'une réforme et penser à en relancer une autre ou à réétudier en tout cas le programme scolaire? Est-ce qu'il y a déjà des évaluations? La première évaluation a été faite au bout de 13 ans. C'est trop. C'est beaucoup. Oui, c'est beaucoup. C'est bien sûr. L'évaluation doit être permanente. Il doit y avoir, je dirais, une cellule ou une commission de veille qui est là en permanence pour évaluer, pour veiller à la bonne marche et détecter les dysfonctionnements. Bref, la Conférence nationale d'évaluation de la réforme, juillet 2015, elle a établi sans complaisance un constat, elle a émis des recommandations. L'obligation de réserve étant, je m'en suis départi, je peux dire que beaucoup de ces recommandations étaient pertinentes, certaines un peu timides. Malheureusement, j'aurais aimé qu'il y ait 2 ou 3 recommandations supplémentaires qui sont stratégiques, qui n'ont pas été émises lors de cette conférence. Bon, ce serait encore à aborder. C'est aborder les tabous qui ligotent la modernisation de l'école algérienne. Et tant que ces tabous demeurent, on est un peu on n'ira pas loin. Entre les traditions, la modernité. La tradition c'est autre chose peut-être. La tradition mal comprise. Bon, dans la tradition, il y a des choses à ne pas rejeter, bien entendu. Mais il y a des aspects liés aux sciences de l'éducation qui passent à côté. Vous avez parlé du dossier des rythmes scolaires. La chronobiologie et la psychochronobiologie ont établi des recommandations, je dirais même des exigences pour gérer le temps scolaire de l'enfant. Et en 2010, un dossier avait été ouvert au niveau du ministère. Et on a eu l'aval et la bonne appréciation d'un expert mondialement connu qui travaille justement sur les questions de chronobiologie, qui avait vu dans ce dossier de très bonnes choses. Malheureusement, ce dossier a été mis dans les tiroirs. C'était en 2010-2011. Alors qu'il est l'un des leviers essentiels pour moderniser l'école algérienne. Parce qu'avec le dossier des rythmes scolaires, on touche au programme, aux méthodes, à l'évaluation, à l'organisation pédagogique, aux différentes aux activités à mettre en place, etc. Et bien sûr, aux horaires et au rythme des vacances.
Malheureusement, ça a été... Et là, la Commission nationale d'évaluation de la réforme n'a pas mis l'accent sur ce dossier, et c'est dommage. Alors, puisque vous parlez de modernisation et de soucis, là on parle toujours, selon le président de la République, qui veut moderniser ou donner un coup de pouce, en tout cas à l'école algérienne, et en passant par la numérisation. Alors, est-ce la solution tout de suite? Il y a 50 écoles qui devraient être numérisées avec tout un matériel, avec bien sûr en coordination avec Sonatrach. Ça devrait bientôt entrer en action pour se généraliser plus tard? En tout cas, le projet est lancé. Il y a un travail qui se fait au niveau des classes interactives. Nous avons des tests dans des classes grandeur nature qui font qu'on teste des choses. Et il y a aussi un travail sur les manuels, le manuel interactif, qui est au niveau de l'Institut national de recherche en éducation, qui est en cours. Ouais. Et vous pensez que c'est par là qu'il faut commencer pour moderniser l'école? Est-ce que ce n'est pas sur les livres, le programme, sur la capacité de l'enfant à avoir un esprit critique, à penser par lui-même? Est-ce qu'il n'aurait pas fallu passer par l'enfant d'abord et puis vous, la lecture, je sais que ça vous pose beaucoup de soucis pour vous. L'enfant ne lit pas suffisamment encore aujourd'hui. Est-ce que l'introduction... Ce n'est pas l'enfant, c'est pas la faute de l'enfant. Hein. Oui, non, c'est mais de bien notre sûr, faute à nous. C'est le contexte, hein, bien sûr. Mais est-ce que c'est par cette étape qu'il fallait commencer, Madame Kriar? Écoutez, c'est toujours ça, hein, c'est bien, c'est bien. Donc, toute chose, tout projet qui peut apporter un plus, c'est tant mieux. Seulement, est-ce que nous avons les moyens? Est-ce que nous pouvons le réaliser? Est-ce que tous les élèves? Il ne faut pas oublier que nous avons près de 10 millions d'élèves. Et puis, le nombre d'établissements scolaires. Et puis, il faut aussi savoir que Alger, c'est pas l'Algérie. Les grandes villes, les petites villes, etc. Nous avons vu la petite expérience durant le Covid, quand on a lancé les cours par Internet et à distance, par télévision. Nous avons vu que nos enfants n'avaient pas les mêmes chances. Il n'y avait pas d'égalité de chance. C'est-à-dire qu'il y a ceux qui ont l'Internet, ceux qui n'ont pas, ceux qui ont des espaces, ceux qui n'ont pas les moyens. C'est-à-dire qu'il faut vraiment... Même l'Internet. Déjà, Alger... C'est l'escargot. Déjà, Alger, nous avons des problèmes. Donc, il faut vraiment... Mais je salue l'initiative, elle est excellente. Oui, on a aussi parlé d'avoir des tablettes, que nos enfants vont... Mais est-ce que nous pouvons le faire? Moi, je dis que dans un premier temps, il faut d'abord alléger le cartable de l'élève. Parce qu'il prend 11 kilos. Mais l'alléger conséquemment et intelligemment, c'est-à-dire que ce soit étudié, qu'on sache exactement quelle école on veut. Écoutez, excusez-moi, nous avons tous été à l'école. Dans nos établissements scolaires à l'époque, on avait des armoires, à défaut d'avoir des casiers. Vous allez me dire que les anciennes écoles n'ont pas d'espace pour installer ou pour mettre en place des casiers. De mon époque, je n'avais pas d'armoire et de casiers, en tout cas, c'est mon dos qui a apporté. Mais il y avait quand même des armoires où l'enseignant gardait, on laissait nos livres, nos cahiers en classe. Nous, en tant que Fédération nationale, nous avons fait des propositions. Monsieur Tessa, il n'a pas terminé. Nous avons fait des propositions à ce niveau. Nous avons dit, bon, ok, on peut mettre des casiers là où il y a de la place, où il y a de l'espace. C'est les collectivités locales. Il y a des présidents d'APC qui ont répondu favorablement et je les salue de ce plateau. Parce que quand même, il y a des écoles qui fonctionnent très bien. Tant mieux pour nous. Mais ce n'est pas toutes les classes, toutes les écoles. Là, à défaut d'avoir de l'espace, avoir une armoire. À défaut d'avoir une armoire, aller vers les réformes que nous avons à l'époque qui dictaient, c'était d'alléger le programme et au moins aller vers, par exemple, des livres, avoir un premier tome, un deuxième tome, troisième tome, pour que l'enfant puisse avoir le minimum de charge, avoir un cahier de 90 ou 220, mais qui sera partagé en 3 ou en 4, c'est-à-dire par trimestre. Et puis pourquoi ne pas avoir des livres à l'école et les parents peuvent garder des livres à la maison? C'est-à-dire que l'enfant, il peut être... Non, pas transporter. Alors là, c'est une question de moyens également, hein, bien sûr. Il y a aussi un autre problème, le problème de l'emploi du temps, du respect de l'emploi du temps, du planning, de la classe.
C'est-à-dire que l'enseignant, comme il a si bien dit, c'est Abbès, l'enseignant, c'est le même. L'école primaire, généralement, il y a un seul enseignant, Oui. sauf 4e et 5e année où il y a 2 enseignants parce qu'il y a Il y a la le langue français. française qui est introduite. Mais l'enseignant, il doit respecter l'emploi du temps. C'est-à-dire, si par exemple aujourd'hui ils sont arabes, ils ont arabe, français ou maths, et il faut prendre uniquement les affaires de la journée. Oui. Mais malheureusement pour nous, on se retrouve en classe, l'enfant comme c'est des petits, il dit moi je prends tout. Parce que Les parents l'enseignante... doivent intervenir. Et les parents, justement, hein, nous c'est le avons- rôle des mais parents monsieur d'élèves. Tissa, nous avons intervenu, nous avons saisi. Bon, moi je ne vous cache pas que cette fois-ci, Mais dans la matinée, ils font plusieurs cours. ben oui, il y a plusieurs Il y a cours. plusieurs cours, il y a plusieurs... Là, avec monsieur le ministre, quand on a été reçu, nous avons constaté qu'il y avait quand même un engagement. Hein. Et il nous a promis d'aller vers cet allègement, d'aller vers cette réforme, c'est comme pour le baccalauréat technique, etc., etc. Le baccalauréat, nous avons discuté il y a plus de 5 ans. On avait dit il faut alléger, il faut aller vers 3 jours et demi, il faut... Les matières essentielles, la fiche de synthèse, nous avons demandé qu'on mette en place cette fiche de synthèse. Alors à chaque fois, on revient avec des mesures qui répondent à la situation d'urgence. On n'avance pas. On reste dans les situations d'urgence et pas sur le long terme, comme on le disait. Quelle école veut-on, Monsieur Tessa? D'abord, que pensez-vous de cette phase de passer à la numérisation? Écoutez... Je vois votre petit sourire Oui, sur le point. oui, j'ai un petit sourire parce que en 2010, il y avait un ambitieux plan de numérisation de l'école algérienne. À l'époque, c'était l'embellie financière, les 1000 dollars ou les 1000 milliards de dollars. Il y avait de l'argent qui coulait à flot. Et ça n'a pas été fait. Et ça n'a pas été fait. Oui. Et je vous assure que... Enfin, bref. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas les moyens de le faire. D'abord, c'est une question de moyens, primo. Deuxièmement, c'est une question de culture. C'est une question de culture. Pour accéder à la liseuse ou, comment on dit, au livre numérisé, il faudrait déjà que cet apprentissage se fasse à la maison, bien vous voulez sûr. dire. Maintenant qu'il y ait des expériences pilotes, des établissements pilotes, je suis entièrement d'accord. Ça commencera comme ça, Voilà, j'imagine. oui. Mais l'urgence actuellement, c'est de résoudre une équation à plusieurs inconnus. C'est de mettre en place une école qui respecte la psychologie de l'enfant, une école qui applique les normes internationales. Il y a des normes en vigueur, elles sont internationales. Et nous ne les appliquons pas, malheureusement. Quelles normes, par exemple? Par exemple, le volume hebdomadaire, le volume horaire hebdomadaire des disciplines scolaires. Pour le primaire plus particulièrement, c'est une catastrophe en Algérie. Une véritable catastrophe. Prenons, je ne vais pas rentrer dans les détails, hein, il faudrait une équipe. Plusieurs heures. Tout ça, ça rentre dans le dossier des rythmes scolaires. Prenons la minorisation ou le mépris dont sont frappées certaines disciplines qui sont pourtant des disciplines majeures Ce que vous avez toujours dans la dénoncé, personnalité, dans le développement de la personnalité de l'enfant. Le PS, c'est l'éducation artistique. Quand je dis l'éducation artistique, marginalisé dans nos écoles, qui est pratiquement inexistant. Il n'y a rien. L'éducation artistique au sens large du terme. Ce n'est pas uniquement le dessin ou la calligraphie, hein, avec toute la palette d'activités liées à cette discipline. Quand ces deux disciplines sont marginalisées, le même horaire depuis plus d'un siècle, le même horaire, le même coefficient et le même rituel pour ces deux disciplines, je dirais pour toutes les autres disciplines. Alors, puisque nous je vais vous citer un exemple et puis je m'arrête là. Allah yarhamou, le président qui vient de décéder, c'est Abdelaziz Bouteflika, dans un de ses discours en 2004, il s'est plaint du déficit en patriotisme de la jeunesse algérienne. Et il a dit, il faut que les cours d'histoire mettent l'accent sur le patriotisme. Le ministère de l'Éducation de l'époque, c'est comme ça. Alors, au lieu de voir la qualité de l'enseignement de l'histoire, les contenus qui soient attrayants, non. Vision quantitative. Allez, on introduit l'histoire en 3e année primaire. Or, la psychologie de l'enfant,
À 9 ans, l'enfant n'a pas la conscience du temps Bien historique. sûr. On n'enseigne pas l'histoire à l'âge de 9 ans. Pas, oui. Ça alourdit le cartable. Ça alourdit le cartable. Il y a différentes manières d'apprendre le patriotisme Mais bien à sûr. l'enfant. Hein. Et d'ailleurs, l'histoire en tant que science d'analyse et science véritable, Oui. elle n'est enseignée qu'à partir du collège. C'est là où l'enfant a atteint la maturité mentale pour pouvoir réfléchir, analyser, synthétiser et éventuellement comprendre les faits historiques dans leur profondeur historique. Voilà un exemple. Et là, on traîne cette discipline là où il ne faut pas. Voilà. Votre réaction, M. Abbas, j'imagine que tout cela, vous l'avez déjà entendu, hein, ce n'est pas nouveau, sur ces programmes trop chargés, inadaptés peut-être pour l'âge des enfants également. Pour le primaire, il est vrai qu'ils doivent assimiler des leçons très importantes pour leur âge. Est-ce que c'est pris en compte? Est-ce que, comme vous l'avez dit, la réforme vient d'être appliquée, donc il faut attendre encore Oui, d'abord, j'essaierai de dissiper un peu cette note de pessimisme qui traverse en parlant de tout et de rien, alors que bon, on est à la veille de la rentrée scolaire. Je pense qu'il faut insuffler de l'espoir et de l'optimisme et de positivisme aux parents et aux enfants. Mais est-ce qu'il y a eu une évaluation pour insuffler cet optimisme? Je reviens. Je vais commencer par l'exemple de la numérisation. Oui. Est-ce que la priorité de l'éducation, du ministère de l'Éducation, du secteur de l'éducation, c'est d'assurer une place pédagogique à l'enfant, de scolariser les enfants. Nous sommes parmi les pays rares qui frôlent les 100% d'alphabétisation. Maintenant, quand on parle de la qualité de cet enseignement, c'est vrai qu'on peut diverger, on peut discuter de points de vue très différents. Mais ce que je veux dire, c'est que le projet de l'école lui-même, il est porté par la société. Il est contenu dans la loi d'orientation sur l'éducation qui est votée par des représentants du peuple algérien. Ce n'est pas le ministère de l'Éducation qui définit la politique éducative. Et dans la loi d'orientation, il y a de la place pour tout ce que M. Tessa vient de dire par rapport à l'éducation artistique, par rapport à la musique, par rapport au sport, par rapport à l'informatique. Il y a de la place pour tout. Le développement, ce n'est pas une question de linéaire, étape par étape. C'est d'abord une vision. Absolument. Ça peut paraître utopique de dire on va utiliser la tablette, on va utiliser le tableau interactif. Ça peut paraître pour certains utopique. Mais pourtant, on est en plein dedans. On est au XXIe siècle et il faudrait bien aborder cette question de l'avenir de ces enfants. Déjà, vous avez des enfants aujourd'hui du primaire qui maîtrisent mieux l'outil informatique que leurs enseignants. C'est parce que c'est une génération 2.0. On est d'accord, mais est-ce qu'il faut maintenir les problèmes tels qu'ils sont et les numériser, ou est-ce qu'il faut les réadapter quand même aussi à l'ère actuelle? Je viendrai à l'expérience de l'année passée qui nous a obligés un peu à tenter un enseignement hybride à distance et en présentiel. Moi, personnellement, je ne pense pas que l'expérience a été si mauvaise que ça. Quand on regarde, par exemple, le nombre de vues sur les sites de l'Office national de la formation à distance, on voit bien que les chiffres explosent, surtout pour les classes d'examen. Ça veut dire qu'il y a un intérêt. Pour les plus adultes, les enfants, je pense que ce n'est pas vraiment Nous avons des expériences, des enseignants qui pensaient que, par exemple, l'enseignement à distance était vraiment secondaire, il était inutile, il prenait plus de leur temps, mais qui se sont tout de suite reconvertis dans des applications, dans du lien continu avec leurs élèves pour pouvoir renforcer, appliquer. Maintenant, tout n'est pas rose, c'est vrai, tout n'est pas rose. Mais il y a des tentatives qui se font ça et là. Je pense que le cap est tracé. On est au XXIe siècle, il faudrait bien un jour qu'on aille vers ces moyens numériques. Alors, est-ce qu'il faudrait en parallèle entamer aussi justement le contenu? Oui. Alors, Madame Khiara a parlé à juste titre du cartable, de l'allègement du cartable. Effectivement, c'est une réflexion qui est en cours. Il y a des cellules au niveau de toutes les wilayas qui réfléchissent sur comment réduire le poids du cartable. Effectivement, des solutions ça fait quelques années que ça dure, M. Abbas. Madame Khiara a sans doute proposé cette solution d'avoir un casier. Oui, de tout temps. Hein. Je pense que de tout temps, le problème s'est posé sur le cartable. Je vais répondre. Monsieur Abbas, on n'est pas là pour... On n'est pas là pour diffuser du pessimisme, pas loin de là. C'est du réalisme.
On salue les bonnes choses. Moi, je tiens à saluer l'expérience pilote de la numérisation, mais de l'expérience pilote à la généralisation dans un sous-continent comme l'Algérie, 8 millions d'élèves. Demande du temps. Demande du temps. Du temps, très bien. Et là, où je voudrais vous voir venir, c'est comment arriver à une numérisation qui est le top des tops de la modernisation de l'école, alors que les mentalités sont encore au Moyen Âge de la pédagogie. Quand on garde les mêmes rituels dans l'évaluation du travail des enfants, dans la gestion de la classe, même dans vous avez parlé de classe interactive. Quand on parle de classe interactive, même la disposition physique au niveau de la classe, elle change. Voilà. Mais pour la numérisation, vous avez numérisé le livre, mais sinon ce n'est pas interactif. Et numériser le livre, attendez, parce que c'est une spécialisation. Mais bien sûr. La scénarisation pédagogique, c'est une spécialisation que malheureusement, il faudrait bien former. Ça a été numérisé, on tourne la page comme si c'était un livre. Oui, c'est un transvasement du contenu du livre vers... Bon, bref, tout ce que je sais, c'est qu'il faut un niveau de culture. Il faut un niveau de culture pour atteindre ces exigences, pour répondre aux exigences de cette modernisation. Travaillons d'abord sur les mentalités. Travaillons d'abord sur ce qui est archaïque. Est-ce que le train ne risque pas de passer, M. Tessin? Aujourd'hui, il le disait. Travaillons sur ce qui est archaïque. Élaguons les choses qui sont archaïques. On peut faire les choses peut-être en parallèle, numériser en même temps. Mais j'ai salué l'expérience pilote. Je ne suis pas contre. Mon premier ouvrage a porté sur la classe numérique. Voilà. C'est mon premier ouvrage, pour vous dire. Je suis vieux jeu, mais je suis quand même... à l'air du temps. À l'air du temps. Même si je ne connais pas tellement l'informatique. Voilà. Si vous permettez, moi j'aimerais aussi... je ne vais pas répondre, mais je vais juste apporter quelques petites remarques. Moi, je ne suis pas contre la numérisation, je l'ai salué tout à l'heure. Je n'ai pas dit que l'expérience de l'enseignement à distance a été négatif, loin de là, au contraire. Moi, j'ai salué l'initiative. Cette expérience j'ai salué les enseignants qui ont pris l'initiative d'aller vers l'Internet et de travailler avec les élèves, ils les ont encadrés. C'était une première expérience, on avait peur, on ne connaissait pas le Covid. Aujourd'hui, on est en train de vivre avec. Il faut capitaliser tout ça. Donc moi j'ai capitalisé, au contraire, moi j'ai salué et je le rends hommage. Je rends hommage également au ministère de l'Éducation nationale, à tout l'encadrement, les enseignants en particulier, qui ont été là, présents, qui ont préparé, qui ont accompagné leurs enfants, qui ont dû s'adapter à la situation. Bien sûr. Mais j'ai dit, avons-nous les moyens de généraliser en disant que Alger, c'est pas l'Algérie. Et j'ai vu que l'année dernière, quand on a lancé l'enseignement à distance, beaucoup de parents étaient affolés parce qu'ils n'avaient pas les moyens. Mais j'ai salué quand même. La preuve, aujourd'hui, nous avons même une télévision spécialisée. El Maarifa, nous l'avons saluée et c'est une excellente chose. Bien au contraire, nous avons même demandé de former les enseignants à l'enseignement à distance parce qu'il viendra un jour où on est obligé de passer par là. Toutes les initiatives sont bonnes. Mais quand et à quel moment, il y avait quels moyens? Parce que M. Tessin, il a dit 8 millions d'élèves. J'ai dit tout à l'heure, nous avons près de 10 millions. 9 millions et quelques. Donc c'est un chab, c'est un État. Donc, mais c'est excellent. Ils sont en train de faire un excellent travail. C'est vrai que c'est un problème de tout le monde. Est-ce qu'on pense justement à capitaliser toutes ces expériences? Alors si aujourd'hui on ne veut pas du tout être pessimiste sur la rentrée scolaire, la veille de la rentrée scolaire, mais vous le direz, c'est un secteur névralgique. L'école, c'est le berceau de tout un pays. Hein. C'est de là que commence... C'est la colonne vertébrale. C'est la colonne vertébrale, absolument. C'est pour ça qu'on insiste sur ces évaluations. Hein. Est-ce que justement vous pensez à capitaliser toutes ces expériences? Alors, pour finir sur la numérisation est un défi national. Ce n'est pas un défi simplement de l'éducation nationale, c'est un défi national. Et la numérisation dans l'éducation, dans le secteur de l'éducation, il faut la prendre globalement. Il ne s'agit pas simplement de la numérisation du rapport pédagogique enfant-professeur, il s'agit aussi de la numérisation de la gestion.
Là où le secteur a progressé beaucoup, c'est au niveau de la gestion numérique. Oui. Là, par exemple, à l'occasion du suivi de la rentrée scolaire, nous avons la chance aujourd'hui, parce que justement le secteur a investi dans la numérisation, d'avoir de l'information de manière instantanée. Nous avons un retour d'information du terrain au niveau central, en intranet. On a disons, l'information à l'instant T. Donc, c'est ça le défi premier. D'abord, c'est de numériser la gestion, de la faciliter, de la rendre plus efficace, plus rationnelle, et pour pouvoir avancer sur, ensuite, les volets pédagogiques, ainsi de suite. Et je veux rassurer les parents que l'enseignement à distance, ça n'a jamais été exclusif de l'enseignement présentiel. C'est-à-dire que l'enseignement à distance, c'est quelque chose qui vient renforcer le présentiel. D'ailleurs, instruction a été donnée la veille des vacances, des examens officiels, de ne pas aborder les notions, dans les examens s'ils n'ont pas été traités au niveau présentiel en classe. C'est très important à souligner, à le dire. Donc, l'enseignement à distance, il vient comme appoint à l'enseignement présentiel, il vient renforcer. Il vient donner l'occasion de meilleures applications, de meilleurs entraînements pour les enfants pour renforcer justement l'enseignement présentiel. C'est en cela que j'ai dit que c'est important. Donc, parce que c'est de l'auto-apprentissage. Donc, si on veut former un citoyen autonome, il faudrait passer par ces phases d'indépendance et d'autonomie dans l'apprentissage. Alors, pour revenir à cette réforme qui avait été lancée dans les années 2000, elle s'inspire des résultats de recherche mettant en avant la question que vous avez destinée, c'était ça, le paradigme socio-constructiviste, c'est-à-dire qu'il faut passer de la logique d'enseignement à la logique d'apprentissage, voilà, pour viser le développement chez l'élève. Oui, l'approche par les compétences et tout le travail. Aujourd'hui, on parle d'évaluation, on y est. Écoutez, quand je parlais de choses archaïques, j'ai toujours cette image en tête. Vous prenez un enseignant des années 1910-1920, un élève des années 1910-1920, vous le ramenez dans une classe de 2010, 2002, 2004, 2020, en Algérie, il va s'adapter illico presto. C'est le même rituel, la leçon frontale, le truc magistral, les compositions, les devoirs surveillés, les examens. Bon, il y en a un peu moins qu'avant. Avant, il y avait 5 ou 6 examens. C'est l'héritage de l'école française du 19e siècle. Hein. Alors, on vient à la réforme, on ramène un beau discours théorique excellent, socio-constructivisme, paradigme de l'apprentissage, approche par les compétences. On ne sait plus qu'est-ce qu'une compétence d'ailleurs. Oui, bon, il y a tout un brouillard là-dedans. Beaucoup d'incompréhension. Voilà. Mais ce qui doit suivre cette belle théorie, nous avons gardé les mêmes réflexes qu'il y a de cela 1 an. Alors que ceux qui ont appliqué l'école, l'approche par les compétences, le socio-constructivisme, vous savez où est-ce qu'ils en sont maintenant? C'est la Finlande. Hein. Que vous citez ils ont supprimé les disciplines scolaires. Ils ont décloisonné les disciplines scolaires et ils travaillent par projet. Oui. L'approche curriculaire qu'ils appellent l'approche curriculaire, mais ils ont trouvé la formule pratique. C'est bien beau de la mettre en application. Nous on a utilisé en théorie quelque chose d'extraordinaire et en pratique, c'est la formation pédagogique. Alors j'en arrive justement à la formation. C'est le seul pays au monde qui a bradé la formation initiale des enseignants. Il n'y a plus de formation initiale. Ce sont les ENS qui se sont chargés de les former, les instituts, les profs de collège et les PES. Mais en termes de pédagogie, à un certain moment, elles ne formaient que 5% des besoins du ministère de l'Éducation. Maintenant, peut-être que ça doit être autour de 10%. C'est insuffisant.
La formation initiale des enseignants, on recrute des dizaines de milliers d'enseignants et on les met directement en classe avec une formation. Le résultat est là aujourd'hui, hein, c'est-à-dire que l'évaluation finalement... Voilà une question urgente à laquelle il faut répondre. La formation initiale, pourquoi l'a-t-on supprimée en 1900? C'était vers la fin des années 1980, début des années 90. Pourquoi? C'est à l'époque, c'était le FMI qui avait imposé un certain mode de fonctionnement, restrictions budgétaires, mais depuis, les choses se sont améliorées. Il y a eu l'embellie financière. On aurait pu réouvrir les ITE et leur injecter des moyens pour former des étudiants universitaires qui désiraient être enseignants, rentrer sur concours et être formés sur 2 ou 3 ans. Ou du moins récupérer tous ces enseignants pour former la nouvelle génération. Hein, Monsieur Abès, la question vous est donc posée sur le plan pédagogique. C'est la question, c'est un peu le talon d'Achille. Hein, dans la formation, dans l'enseignement, dans l'éducation nationale. Aujourd'hui, on revient toujours à ce retour, on parle toujours souvent de ce retour des ITE où la formation pédagogique était prodiguée. Qu'est-ce que vous comptez faire sur ce point-là? Alors, ce qui a polarisé sur la formation, c'est surtout le départ massif des enseignants à la retraite en 2015-2016. Nous avons quand même enregistré des milliers de départs à la retraite, près de 40 000 enseignants. Mais pourquoi ne pas les avoir exploités, ces enseignants? Ils auraient pu former la nouvelle génération. Attendez, c'était la fameuse départ à la retraite. La fin de la dérogation d'âge. Donc tout le monde a exploité leur expérience. Voilà. Donc ça a créé un grand courant d'air et qui a fait qui a vidé le système de ses ressources et que le secteur a été obligé de recourir à un recrutement direct. Qui a fait que... 2015-2016. Non, mais ça remonte. Le recrutement direct remonte aux années 90, M. Abès. D'accord, mais c'était un appoint, mais pas aussi, de manière aussi intensive que... Des milliers, à chaque fois, c'était des milliers d'enseignants. Hein. Alors, les ITE, ils ont été supprimés à la fin des années 97. Donc, depuis, effectivement... C'était la fameuse loi où on était en la retraite, donc on avait droit à la retraite à 60 ans. Et il y avait les 65 ans. C'est-à-dire que c'est là où il y a eu le départ. Il parle de des recrutements. Du recrutement massif. C'est une situation. Du renouvellement presque complet des ressources humaines du ministère au niveau de l'enseignement. Donc c'est très important. Aucun système éducatif n'a vécu une chose comme ça. Maintenant, sur les ENS. Je suis d'accord avec M. Tessa que les ENS, c'est un pilier fondamental de l'enseignement parce qu'ils forment les cadres de l'enseignement. Cette année, d'ailleurs, il y a eu une révision du cahier des charges de la relation mixte entre le ministère de l'Éducation et l'enseignement supérieur. À partir de l'année prochaine, si tout va bien, il y aura des formations de l'ENS à la carte, c'est-à-dire que selon les besoins détectés dans les wilayas. Donc là, maintenant, on fait une formation avec une carte nationale, ce qui crée quelques dysfonctionnements d'affectation et tout ça. Nous allons revenir à un système où la wilaya exprime des besoins en encadrement pédagogique et l'ENS forme au prorata de ses besoins. Est-ce que vous comptez justement renforcer l'équipe des enseignants? Parce qu'aujourd'hui, avec ces volumes horaires, beaucoup se plaignent de devoir faire le double travail. Est-ce qu'il y a un renforcement, un recrutement qui est prévu pour les années à venir, l'année prochaine? Alors, merci de me poser la question parce que c'est vrai qu'on entend, c'est là qu'il y a des besoins énormes en recrutement. Alors, la situation, je l'ai vue cet après-midi, il n'y a pas autant de besoins que ça. Il y a actuellement des cellules de suivi de la rentrée scolaire qui étudient les cartes scolaires au niveau de chaque wilaya. Là où il y a des besoins, en enseignants, où il y a des besoins d'accompagnement, par exemple dans l'élaboration des emplois du temps, en fonction des nouvelles dispositions du plan exceptionnel, il y a un apport de l'encadrement qui permet de rationaliser d'abord ce qui existe et d'exprimer des besoins de manière très claire en termes de recrutement. Alors, priorité
en termes de recrutement, c'est les sortants de l'ENS. Ensuite, un complément d'horaire. Il y a des enseignants qui ont fonctionné, par exemple, en période normale avec 10 heures, 12 heures d'enseignement. Donc, les volumes horaires... Mais on parle souvent de déficit pour les enseignants, par exemple, en langue étrangère. Il y a des écoles où souvent on ne trouve pas de professeurs en langue française, en langue anglaise. Oui, la solution, il vient de donner la solution, c'est la formation à la carte. Oui, il peut y avoir ça et là comment dirais-je, des besoins en encadrement pédagogique, parce que les enseignants sont des êtres humains, il y en a qui prennent des congés, il y en a qui prennent des congés de maternité. Il y a des postes vacants, on n'a pas réussi dans certaines localités à les pourvoir, mais ça reste assez marginal par rapport à l'ampleur du système qui emploie des milliers et des milliers d'enseignants. Donc, s'il y a besoin de recrutement des enseignants, on va arriver à un recrutement des enseignants, mais sur la base d'une étude très précise des besoins de chaque direction de l'éducation. C'est une solution. Oui. Je vais donner la parole d'abord à Madame Khiyar et je vous rends la... Oui. Vous avez posé une question à laquelle M. Abbès, il n'a pas donné exactement la réponse, parce que la question que nous avons posée nous-mêmes, quand nous avons rencontré M. le ministre, c'était de savoir que l'enseignant, avec le système de groupe, donc il est appelé à faire la leçon 1, 2, voire 3 fois, quand la classe est divisée en 3. Donc l'enseignant, à un moment donné, c'est fatigant. C'est beaucoup de travail. C'est fatigant de se répéter. Donc là, ben oui. Est-ce que le volume horaire augmente ou est-ce qu'il remplit... Bon, écoutez, les enseignants ils disent que le volume horaire augmente. Voilà. Maintenant, le ministère il dit que non, c'est la même chose, sauf qu'il y a répétition. Mais c'est vrai que c'est fatigant. Nous, quand nous avons eu l'occasion de voir Monsieur le ministre, nous avons demandé justement qu'on recrute, qu'on passe vers des recrutements et alléger ces enseignants. Parce que c'est pas normal qu'un enseignant fasse la même leçon 2, voire 3 fois dans la répétition et par moment qu'il n'a même pas les mêmes capacités. Parce qu'à un moment donné, on s'en lasse. Là, Monsieur le ministre, il a pris des engagements. Il a pris des engagements. Nous avons aussi signalé qu'il y avait un manque d'enseignants dans certaines régions. Et il a pris également des enseignants. C'est vrai qu'il a donné la priorité aux ENS. Ensuite, c'est vrai que l'année prochaine, ça sera à la carte. Mais pour cette année, il s'est engagé à aller vers les sortants de l'ENS pour pouvoir pallier. Parce que comme il n'y avait pas de concours, il n'y avait pas d'organisation de... mais concours, il y avait la plateforme qui était restée... C'était un recrutement direct, déguisé. Direct, voilà, il n'y avait pas cette pédagogie parce qu'il faut les former. Là, le ministère, il s'est engagé. Je pense que... s'est engagé à recruter, à renforcer oui, pour cette année. Pour cette année, parce qu'il y a des insuffisances. Maintenant, revenons à la langue étrangère. Oui, j'allais revenir. Précisément la langue française. C'est vrai que nous avons des difficultés. Au sud, nous avons vraiment des difficultés. C'est vrai que M. Abbès a raison, parce que le problème de mutation, des affectations pose problème. Ce serait très bien à partir de l'année prochaine, parce que ce sera par région. C'est excellent. Mais pour cette année, il faut... Est-ce qu'on ne pense pas à utiliser, là, justement, dans ce cas de figure, les outils informatiques? Et même s'il n'y a pas d'affectation d'enseignants, est-ce qu'on ne peut pas numériser certains cours et que l'élève peut suivre le cours à travers... un ordinateur, encore faudrait-il qu'il ait les moyens au sud. Dans les régions désirées. Oui, je dirais qu'il faudrait qu'il y ait aussi les moyens. Oui, c'est peut-être utopique ce que je dis. Alors, Monsieur Tessa, oui. Moi, d'abord, je tiens à dire que c'est un point positif que d'imposer, de travailler avec les ENS, avec le ministère de l'Enseignement supérieur, sur un cahier des charges et sur une demande à la carte. Je suis entièrement d'accord. Mais il y a une chose sur laquelle les ENS ne pourront pas satisfaire la demande. C'est la qualité de la formation. Les ENS sont spécialisés dans la formation pédagogique académique. Ils vous forment un bon mathématicien, mais ils ne vous formeront pas un bon professeur de maths. C'est l'efficacité pédagogique que vous devez aujourd'hui réclamer. La formation pédagogique, elle doit être du ressort de l'éducation nationale. Revenir à une licence professionnelle d'enseignement. Revenir à une licence professionnelle d'enseignement, ça permet de fidéliser l'enseignant,
ça permet d'attirer les étudiants de 2e ou 3e année avant qu'ils ne présentent le concours, c'est-à-dire qu'ils manifestent la vocation de devenir enseignant, et ça permet d'avoir nos propres besoins, mais aussi et surtout les besoins en contenu de formation. Oui, absolument. Les ENS, il fut un temps où on a travaillé dans des commissions mixtes avec eux, où le volume horaire dans la formation sur 3 ou 4 ans, l'aspect psychologie, pédagogie, psychopédagogie, pédagogie pratique était pratiquement inexistant. Je ne sais pas s'il y a eu du changement. Je parle de 2000. Or que la pédagogie est l'art d'enseigner. Bien sûr. C'est-à-dire qu'on ne peut pas passer outre la pédagogie. C'est les écoles normales Tazman, où il y avait beaucoup de pédagogie. Les ENS, c'est l'académique. Oui. On te forme un bon mathématicien. Alors, je parlais tout à l'heure de la convention de cahier des charges, le nouveau cahier des charges qui a été négocié avec le ministère de l'Éducation, où le ministère de l'Éducation a la tutelle pédagogique sur les formations. Ah, très bien. Voilà. Donc, en plus de cette formation à la carte par wilaya et par besoin, et par grade et par spécialité, discipline, il y a aussi une refonte totale des programmes des ENS. C'est une réflexion profonde sur les référentiels de métiers, sur la description des compétences que doit acquérir l'enseignant au primaire. Il y a une formation pédagogique qui est incluse. Une formation les établissements d'application, non ? Voilà, une formation hybride où il y a effectivement une dimension théorique parce que bien sûr, académique. Oui. Et ça a un côté universitaire, ça a une dimension universitaire, mais aussi par la suite un entraînement, une application, des stages sur le terrain encadrés et une tendance, ou comment dirais-je, une réorientation par la suite vers une formation plus pratique qui va être plus près des préoccupations d'une classe pédagogique. Très bien, alors on a parlé des langues, on avait survolé cela pour vous. Bon, les langues, on n'a pas parlé des langues. Non, je reviens, on a survolé cette question. J'y reviens en détail justement, monsieur Tessa. Vous dites souvent que l'école privilégie les matières scientifiques au détriment des matières littéraires, peut-être au nombre de coefficients, mais en langue étrangère également. On sent aussi la fracture entre l'école et l'université. Peut-être que là aussi, il faudrait qu'il y ait plus de collaboration entre l'université ou le ministère de l'Enseignement supérieur et le ministère de l'Éducation nationale. La coupure. Monsieur Tessa a l'air de prendre son temps pour répondre à la question. La coupure linguistique, linguistique entre l'école et l'université, elle crée un véritable apartheid culturel dans le pays. Et je vais vous donner, et puis elle crée de la frustration. Je vais vous donner un exemple simple. Vous avez dans l'université les filières dites de prestige. Tout le monde veut aller vers ces filières. Or, ces filières, elles sont enseignées en langue étrangère. Généralement des filières scientifiques. Pour ne pas prononcer le mot français, je dirais en langue étrangère. Bon, c'est le français qui est étudié en Algérie, dans les universités. Voilà, on va dire... oui, bien sûr. Voilà. Alors, un élève qui n'a pas la chance d'avoir des parents bilingues, qui n'a pas eu la chance d'avoir une formation tout au long de sa scolarité en français. Il est originaire d'une région déshéritée, la Ghalbalé. Il a eu son bac avec 18 de moyenne générale. Il veut faire médecine. Son camarade à Alger, dans un quartier UP, il a eu 15 ou 16 ou 18 comme lui. Père ingénieur, maman médecin, milieu culturel très ouvert et bilingue. Il veut faire médecine. Ils sont tous les deux inscrits en médecine. Je n'invente rien. C'est le lot annuel en début d'année universitaire. Et ça, c'est un professeur d'université qui m'en a touché un mot quand il a lu un de mes articles sur ça. L'élève originaire d'une famille peu aisée, au bout d'1 mois, il quitte la filière pour aller vers une filière totalement arabisée qui va le mener au chômage.
Mais l'autre, il va continuer sur la médecine. Alors on arrive un peu au terme de l'émission, je vous donne la parole à Monsieur Abbès. Justement, est-ce qu'on ne pense pas à renforcer l'apprentissage des langues étrangères, que ce soit le français et l'anglais, qui est primordial aujourd'hui pour pouvoir un peu s'adapter aux nouvelles technologies, surtout qu'on veut justement aller vers ça? Renforcer l'enseignement de langue étrangère au niveau de la qualité de l'enseignement, oui. Même en volume horaire aussi. Alors, vous savez, très peu de pays dans le monde ont plus d'une langue étrangère à l'école primaire. Et l'Algérie dispose d'une langue à l'école primaire, d'une deuxième langue à l'entrée du cycle moyen. Et ensuite d'une troisième langue au choix, allemand, italien, espagnol, pour ceux qui veulent faire un cursus langue. Donc en termes de conception programmatique, nous n'avons rien à envier aux autres pays. Le problème se pose au passage à l'université après. Par contre, quand vous avez un élève qui entre à l'école primaire en 4e AP et qui sort en terminale, il aura accumulé combien d'heures de français ou d'anglais? C'est au niveau de la qualité de l'enseignement que le problème se pose. Entièrement d'accord. Entièrement d'accord. Ce n'est pas en termes de volume, mais en termes de qualité. Oui. Quand vous avez un enfant qui fait 4 ans, 5 ans de français et qui ne sait pas déchiffrer, là, il y a un problème. Oui. Là, il y a un problème, il faudrait le voir de plus près. Donc, c'est pour ça que la priorité du ministère va surtout vers la consolidation de l'école de base, qui est l'école obligatoire, l'école primaire. L'école primaire et l'école moyenne, pour pouvoir, et l'école, le collège moyen, pour pouvoir justement consolider les apprentissages de base pour qu'on puisse, dans le cycle post-obligatoire universitaire, l'élève puisse se retrouver et continuer le cursus dans de très bonnes conditions. Non, je suis entièrement d'accord, c'est la qualité de l'enseignement. Il y a aussi le volume horaire. Le volume horaire, en langue étrangère, il faudrait une séance quotidienne. Voilà, une séance quotidienne pour que l'enfant puisse... Déjà au primaire... Dernier mot. Déjà au primaire, ils ont 2 heures de français les 4e et 5e années. Non, 2 heures de français. 2 heures par jour. Par jour. Tous les jours? Tous les jours, ils ont en tout. Il y a faudra qu'on ait une précision sur ces horaires. Je n'ai pas exactement, mais je sais que c'est 2 heures, je crois, 2 heures par semaine. Par semaine. 3 heures par semaine. 3 heures par semaine, 2 heures et demie. Quand vous là, passez, oui, en période de... C'est pas 2 heures. Non, par semaine. Par semaine. Voilà, parce que je sais. Non, excusez-moi. Oui, le dernier mot. Non, pour rester sur une note positive. C'est vrai que nous sommes à la veille de la rentrée scolaire, donc ce que nous souhaitons, une bonne rentrée scolaire à tous nos enfants et rassurer les parents que les dispositifs ont été mis en place. On n'a pas parlé de la vaccination, de la pandémie, on n'a pas parlé aussi de cela. Nous avons beaucoup travaillé sur le protocole sanitaire. Absolument. Et ça c'est très important. Donc aux parents aussi d'accompagner ce protocole, d'amener en fait pour renforcer ce protocole et protéger nos enfants. Et puis je dirais que la Fédération nationale est à leur disposition. Il y a une page Facebook qui est ouverte, donc ils peuvent nous contacter. Merci. Oui, parce que nous sommes là pour organiser, parce que nous avons des difficultés à organiser les associations des parents d'élèves au sein des établissements scolaires primaires. Oui. Primaire. C'était ça, dernier mot. Moi, je tiens à dire bonne rentrée pour les enfants et les enseignants. Et je tiens à saluer le travail formidable que font les équipes au niveau des établissements scolaires, enseignants, ouvriers et administration. Je voudrais peut-être un dernier mot sur la vaccination, s'il vous plaît. C'est possible très rapidement parce qu'on doit rendre l'antenne. Deux axes importants sur lesquels on n'a pas parlé. Le vaccin, l'opération de vaccin qui est autour de 80 000 vaccinés. Je porte à la connaissance au niveau de l'éducation nationale, au niveau des enseignants, du staff des écoles. Voilà, tout à fait. Qu'une journée du 14, la journée du 14 est consacrée à la visite de médecins dans les établissements pour pouvoir booster l'opération de vaccination. Non, déjà mardi, il y a les médecins qui vont aller sur le terrain. Voilà. Oui, mardi. Le 21. Le 21, pas le 14. Le 21, pardon. Donc le premier jour de la rentrée. Alors oui, je vais aller vite alors. Je vais le dire. Parce qu'il y a un volet très important sur lequel je voulais intervenir, et c'est la prise en charge psychologique des enfants. Des enfants, entre guillemets, traumatisés par les incendies, les catastrophes, les crises sanitaires. Donc il y a aussi un dispositif pour prendre en charge ces enfants au niveau national, qui soient touchés directement, comme dans les régions
qui ont souffert des incendies ou dans des autres régions qui ont Même regardé par ça à rapport au travers, Covid, hein, même à par travers rapport les au écrans, Covid. à travers les réseaux sociaux et par rapport aussi à la crise sanitaire. Donc j'aurais voulu... C'est une bonne chose. Très bien, merci messieurs, dames d'avoir participé à ce débat. Merci à vous tous de nous avoir prêté attention. L'éducation est toujours un débat très houleux généralement. Je vous souhaite de passer une très bonne fin de soirée sur Canal Algérie. Au revoir et je souhaite aussi une bonne rentrée à tous les élèves. Bonsoir.